Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous ai demandé ce matin, dans l'onglet communauté, si vous voulez que je réagisse, que j'essaie d'analyser un petit peu l'actualité de ce début du mois d'avril. Le raid supposé de deux Mi-24 Hind en Russie, du côté de Belgorod. Vous avez été plus de 1900 là à me répondre. C'est un grand oui et du coup, voilà, je m'enferme dans mon studio et je vous fais ça. Aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? En numéro 1, on va parler un petit peu du Mi-24, mieux comprendre ce qu'est le Flying Tank, qui était également le surnom de l'IL-2 Sturmovik. Ensuite, derrière, on va rapidement se poser la question info versus intox. Ça parle beaucoup d'opérations false flag, où ça serait en gros les Russes qui font une opération chez eux, contre eux-mêmes, en disant que c'est l'adversaire. On en parlera rapidement. Ensuite, derrière, on ira straight to the point, directement vers ce qui est intéressant. On va prendre du recul avec l'historique un petit peu des attaques. On va remonter aux années 40, on va remonter également, regarder un petit peu les années 50, se poser des questions sur est-ce que ce type d'attaque, c'est des choses qui arrivent au combat de manière régulière dans les grandes guerres. Ensuite, je vais me focaliser sur le déroulé de l'attaque, comment moi je l'aurais fait, et de manière à vous donner une clé de lecture, si je devais avoir été mission commander ou chef de patrouille sur ce raid. On va regarder un petit peu tout en restant source ouverte. Et ensuite derrière, nous allons nous interroger un petit peu sur la protection de l'espace aérien russe. Je vois passer beaucoup de choses où on dit du coup que c'est des brels. Et nous ferons une petite ouverture sur la protection de l'espace aérien français, parce que cette semaine encore, il y a des choses à dire. Allez, tout ça après le jingle. Le Mi-24, alors ça a commencé en 1969, son histoire. En 1972, il a commencé à être produit en série, plus de 2500 exemplaires, je crois que c'est près de 2650 pour être précis. En 1974, les premières photos sont sorties de Russie. Et c'est un hélicoptère absolument mythique qui a été pensé comme un tank volant, un peu comme l'IL-2 Sturmovik, qui a été très décisif lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez deux bourrins. Bourrin, c'est un terme qu'on utilise pour les moteurs, de 2200 chevaux. Il fait quand même 6 tonnes 5 à vide, le Pépère. On n'est pas loin du poids d'un super étendard à vide. Et il monte à 11 tonnes 5, pas loin également d'un super étendard. Ça croise à peu près 260 km/h. Sur les images là qu'on a pu voir, vous voyez très vers l'avant, ça veut dire que ça accélère dur. Et ça veut dire qu'à 260 km/h, il se déplace, et je pense qu'il était peut-être un peu au-dessus, il se déplace à 4 km 3 par minute, 4 km 5 par minute. Donc vous dites, facilement, en 20 km, ça fait 4-5 minutes, à peu près à ces vitesses-là, ça vous donne une idée. En termes de distance franchissable, ça peut faire du 500-750 km sans ravitailler. Il y a 4 paniers roquettes, il peut emmener plein d'armements différents, il y a différentes versions. Nous savons que les Ukrainiens, ils ont des Mi-24 VP, qui a une tourelle, du Mi-24V, du P, qui a un canon de 30, du RKHR, lui c'est de la reconnaissance pour tester la radiation, du côté de Tchernobyl, et du PU1. En 2014, on avait une quinzaine opérationnelle à l'instant T. D'après les annonces du gouvernement russe, ils ont eu à peu près la moitié de leur flotte d'hélicoptères qui aurait été détruite. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Donc il reste probablement des Mi-24 aux Ukrainiens. À savoir également que les Russes ont également du Mi-24, ce qui rend l'analyse de cette guerre si complexe, c'est qu'on a souvent le même matériel utilisé d'un côté comme de l'autre, que ce soit chez les chars, chez les véhicules ou chez les avions. Il est possible que ce soit les Ukrainiens, ils ne l'ont pas confirmé. Pour des raisons politiques, ils n'ont pas grand avantage à le dire. Je vous rappelle que les Russes sont en opération spéciale, donc les Ukrainiens peuvent très bien faire ces petites piqûres du côté russe, mais ont tout avantage à ne pas communiquer dessus, donc ça serait logique de ne pas dire qu'ils l'ont fait, de manière à éviter une gradation d'un point de vue politique. Et de l'autre côté, ces notions de false flag, donc de Russes qui s'auto-tirent dessus, pourquoi pas? Je n'ai pas l'information. Maintenant, est-ce que c'est probable? D'un point de vue militaire, d'un point de vue tactique. Alors, tactiquement, ils savent faire, se tirer dessus. D'un point de vue stratégique, ça fait pas beaucoup de sens, faut être franc. Après, il y en a qui disent que ça serait les hélicoptères qui tirent eux-mêmes parce qu'ils veulent pas aller au combat sur leur dépôt de pétrole. Moi, j'y crois pas trop. Il y a plus simple si vous voulez saborder votre propre armée, mais encore une fois, peu probable. Donc,
À partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est à partir du principe, et je dis bien c'est un principe, c'est une hypothèse de travail, que c'est un raid ukrainien. Je ne me positionne pas sur ce que je pense, je vais donc garder cette hypothèse de travail pour qu'on ait un narratif qui soit logique et un fil rouge cohérent sur cette vidéo, que ce soit plus pédagogique en français dans le texte. Donc à partir de là, qu'est-ce que l'on sait? On sait qu'il y a eu 8 dépôts qui ont été détruits, donc ce n'est pas tout le site. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est le premier strike, comme on a dit? Eh bien non. Il y a déjà eu des attaques. Donc il y a eu l'attaque sur Milerovo, où là c'est des Sukhoi 30 qui ont été détruits. Donc ça c'est par des missiles balistiques, des missiles de croisière, enfin plutôt balistiques ceux-là qui ont tapé. Et il y a eu également Tagarog, où la base également a été attaquée. Un IL-76 aurait été tapé. Donc ce n'est pas la première fois qu'il y a attaque sur le territoire russe. Néanmoins, ça serait la première fois qu'il y a attaque avec un vecteur aérien piloté sur le territoire russe. C'est ça la petite subtilité. Mais des bases russes ont déjà été attaquées, mais pas dans le nord de Kharkiv, plutôt du côté de la Crimée ou alors vraiment dans l'est. Voilà pour cette partie. Alors au niveau de l'historique des attaques, je vous ai fait un petit retour sur l'histoire. Certains points que je vais vous partager. Le tout premier, Cocorico, moi j'étais dans la Marine nationale, donc je vais parler de la Marine nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 3 juin 1940, eh bien, les Allemands ont tiré des bombes et ont bombardé Paris. Ça n'a pas plu aux Français qui n'avaient pas encore signé l'armistice. Je vous rappelle que la demande d'armistice de Pétain vient le 17 juin 40. L'armistice est signé le 22 juin 40. Et donc, après ce bombardement du 3 juin, le 7 juin, au décollage de Bordeaux, vous avez le Jules Verne, le F-223.4 qui décolle avec 8 bombes de 250 kg et 80 bombes de 10 kg. Donc ça fait quand même pas mal de munitions. Il est parti plein nord, et il a contourné un petit peu, il a volé au-dessus de la mer, et il allait bombarder Berlin. C'était la première fois de la Seconde Guerre mondiale que Berlin était bombardé, c'était par un aéronef de la marine française. Donc Berlin qui était en train de gagner, qui était à quelques jours de signer l'armistice avec la France, à la demande des Français, s'est fait bombarder sa capitale par un avion décollé de Bordeaux. Donc vous voyez, il est possible de se faire attaquer dans le dos. Un autre point que je vais vous partager, c'est ce coup-ci les Anglais qui se font attaquer. Et ils se font attaquer où? C'est peu connu, c'est pour ça que je vous en parle. On a tendance, voilà, l'histoire étant écrite par les vainqueurs, on a tendance à oublier certaines choses. Moi, j'étais à la 11e flottille de chasse, et la 11e flottille de chasse, son ancêtre, a participé à cette mission. Et cette mission, c'est quoi? C'est le bombardement de Gibraltar, le territoire anglais de Gibraltar, dans le sud de l'Espagne, en réponse au bombardement de Mersel-Kébir, où la flotte française a été détruite par la Royal Navy. Le 18 juillet 1940, des avions français qui partaient d'Afrique du Nord ont bombardé Gibraltar. Ça a recommencé suite au bombardement de Dakar le 24 septembre et le 25 septembre 1940. Le 24, c'est 64 avions français qui sont partis bombarder encore une fois Gibraltar. Le 25, ce sont 83 avions, donc beaucoup d'avions, qui sont partis attaquer Gibraltar. Ils n'ont pas croisé d'avions ennemis et ils ont pu faire leur frappe. Le 25, ils ont été un avion, un Léo 451 a été perdu, d'autres ont été endommagés par des tirs de DCA. Mais là, c'était la France qui a bombardé Gibraltar et voilà, les Anglais se sont fait bombarder, n'ont pas pu répondre à ce moment-là. Petit saut ce coup-ci en Angleterre avec les Heinkel 111 qui le 24 août 1940 a bombardé Londres. C'était pas sa cible initiale. Normalement Londres, pour l'attaquer, il fallait avoir l'autorisation du Führer. Ils ont tiré, ils ont fait un peu ce qu'ils ont pu, ils sont un peu loupés. Du coup les Anglais, ça les a énervés. Le 25 août 1940, ils ont envoyé 95 avions faire un bombardement sur Berlin, sur l'aérodrome de Tempelhof pour être précis, et sur le quartier de Simonstadt. À savoir que dans les 15 jours suivants, ils ont fait 5 raids de plus, ce qui a énervé Hitler, ce qui a été un tournant de la guerre, puisqu'il a arrêté de concentrer ses efforts sur la destruction de la RAF, il s'est mis à bombarder Londres, le reste c'est de l'histoire. L'autre petit point que je vais vous partager, qui est très connu, certaines personnes l'ont cité, c'est le raid de Doolittle. Le raid de Doolittle qu'on voit dans le film Pearl Harbor. Donc vous avez le 7 décembre 1941, l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Et là, ils ont mis un peu de temps à réagir, c'est normal. Le raid de Doolittle, donc lieutenant-colonel Doolittle, avec 16 B-25 qui ont décollé de l'USS Hornet, un porte-avions accompagné et protégé par l'USS Enterprise. Ils sont partis le 18 avril 42. Il y a eu 7 décès dans les équipages de Doolittle, 87 morts du côté japonais, 151 civils blessés graves, 311 civils blessés également. Donc voilà, encore une fois,
les Américains se font attaquer, pouf, on va attaquer la capitale. C'est voilà, le ping-pong, vous l'avez vu, ça arrive assez régulièrement dans l'histoire. Et pour ce qui est de se faire surprendre sur son territoire, les Russes, ça leur est arrivé en 1950. Le 8 octobre 1950, à 150 km de la Corée du Nord, il y avait la guerre de Corée. Vous aviez les Américains qui se battaient contre les Coréens et 2 F-80C du 49e Fighter Group ont décollé. Ils sont montés à haute altitude, au niveau 370, donc très haut. Ils ont été poussés par les vents. Ils devaient naviguer à vue, mais il y avait que des nuages. Ils ont vu un petit trou, ils sont descendus. Ils ont vu à ce moment-là une piste avec plein d'avions alignés. Ils se sont mis à ouvrir le feu. À 16h17, ils se sont mis à mitrailler au sol. Or, ils n'étaient pas du tout sur la base qu'ils visaient à la base, et ils sont rentrés en URSS. À la boulette. Ils étaient en train de mitrailler des P-63 King Cobra, avions de fabrication américaine qui avaient été donnés à la Russie, qui étaient là et qui étaient tous alignés. Donc ils ont détruit un P-63, ils en ont endommagé 6 autres, ils ont blessé personne. Ça fait un petit incident diplomatique. Le commandant aurait été relevé de ses fonctions. Les 2 pilotes sont passés en cour martiale. Rapidement, ils ont été blanchis, ils n'ont pas eu de soucis derrière. Il y en a un qui a continué, qui a fait commandant d'escadrille sur F-4 au Vietnam, l'autre qui est parti travailler avec la CIA. Et au final, les Américains ont proposé une compensation financière aux Russes qui ont refusé et il n'y a pas eu d'escalade de ce côté-là. Donc les Russes s'étaient déjà fait entre guillemets surprendre ou victimiser, appelez ça comme vous voulez, voilà, ça arrive. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un pays ne passe pas son temps, et on va en reparler, à avoir des avions d'air en permanence en l'air. Vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Mais avant ça, on a parlé un petit peu du Mi-24, un petit peu cette histoire de false flag, du prisme que l'on prend pour la narration, des attaques historiques qui donc sont légion, il y en a beaucoup, des attaques comme ça en territoire adverse lors du combat. Je vous propose maintenant que l'on regarde la carte et que l'on analyse comment faire cette attaque. Donc, vous voyez ici la carte globale. Nous avons donc l'Ukraine, nous avons la Russie au nord. Je vous parlais tout à l'heure des frappes qui ont eu lieu. Hop là, donc nous allons nous focaliser sur la région de Kharkiv ici, qui serait la 2e ville du pays, et vous avez Belgorod qui est là. Donc vous voyez l'échelle en bas à droite. Pour ce qui est de la zone exactement où se trouvent les combats, je n'ai pas la carte précise, je ne saurais pas vous dire. De manière générale, vous voyez toute la partie un peu au nord ici avec les grands axes surtout, ça serait plutôt russe. Voilà, je rentre pas dans ce débat-là de mon côté, mais nous ce qui nous intéresse, c'est de voir où a eu lieu la frappe. Donc vous voyez la grande ville de Belgorod, vous voyez ici un lac, et zoomons un petit peu par ici. Vous voyez qu'il y a grande zone industrielle par ici, beaucoup de hangars par là, et ici là, des lotissements, et là, voilà, nous avons notre fameuse zone de stockage. Et je vous rappelle, ça serait 8, un total de 8 citernes qui ont été détruits. Vous voyez, il y en a un paquet. Et on voit bien, au niveau de la frappe, qu'ils ont l'air de faire qu'une seule passe, avec pas beaucoup de roquettes tirées à chaque fois. Il n'y a pas de re-attaque, comme on dit. Donc l'objectif, c'était vraiment de taper ça, mais ils ont peut-être cru que le fait d'en taper certains casserait tout, ou alors ils avaient du renseignement qui stipulait que peut-être certains sont vides. Ça peut se voir sur certaines images satellites avec la chaleur, tout ça, ou les mouvements. Donc zoomons out un petit peu, on sait qu'il y a plusieurs centaines de kilomètres, donc les hélicoptères pourraient arriver de très loin, c'est tout à fait possible. Nous sommes sur un raid au lever du soleil, donc il y a toute une partie ingress, la phase où on va rentrer à basse altitude. À partir de là, la navigation, partons du principe qu'elle est complexe, qu'il n'y a peut-être pas de GPS à cause de brouillage GPS dans la zone ou autre. Donc la première chose à faire déjà, c'est de se poser la règle des 4 T. C'est quoi le task, c'est quoi le target, c'est quoi les threats et c'est quoi la tactique. Donc le task là, on va dire que c'est gêner la supply chain au niveau russe, donc les gêner à un moment où ils sont en train de se repositionner en tapant leur capacité de pétrole. Donc c'est cet objectif, je pense, qui a été voulu. Ensuite, d'un point de vue target, on va étudier avec quel type d'armement on va réussir à avoir un impact. Les threats, on va regarder ce qu'il y a comme menace. Et là, je pense que les Américains ont beaucoup aidé parce qu'ils doivent savoir exactement où sont les sites solaires. Là, on voit qu'il y a un terrain. Peut-être qu'il y a des avions ou des protections de ce côté-là. Donc, il est probable que les Américains aient donné une liste avec voici les endroits exactement où se situent les sites sol, air actifs, les radars actifs russes, les horaires de vol des avions russes, les horaires de vol des avions de guerre électronique et de contrôle aérien, les A-50 mainstay russes. Et donc à partir de là, ils ont décidé de leur tactique, et leur tactique était assez simple, on va voler très bas, très vite, de manière la moins détectée possible. Et un axe possible, encore une fois, je ne sais pas exactement par où ils arrivaient, mais un axe final, d'une certaine manière possible, pour la pénétration chez les Russes. Et j'insiste sur le fait qu'il y a toute une partie de l'Ukraine qui est considérée comme territoire hostile,
Pour naviguer de nuit facilement, regardez le relief. Eh bien, vous voyez qu'il y a là quelque chose d'assez facile. Il y a cette rivière avec ses lacs. Sinon, on a des petites vallées. On a une grande vallée par ici. On aurait pu très bien arriver peut-être par le nord et après leur retomber dessus. De manière générale, ça peut être dangereux de faire l'ingress à l'aller et au retour et l'igresse du coup du même côté. Mais moi, dans un cas comme ça, je m'intéresserais et je m'intéresserai beaucoup à l'arrivée en suivant la rivière parce que la navigation serait extrêmement facile parce que par une bonne étude préalable, on arrive à savoir s'il y a des lignes à haute tension à certains endroits ou pas. Vous voyez, avec les images satellites, et les Américains en ont sûrement fourni des très à jour. Vous suivez tout simplement la rivière, on suit la rivière, on suit, on remonte, on suit la rivière, on remonte en territoire russe, on continue avec le lac. Et là, alors je suis désolé pour ma connexion, c'est pas la fête. Voilà, on arrive, on remonte au niveau du lac, on suit ici, et là vous voyez, la cible est là. Donc on peut par exemple monter après le pont on fait tout droit, on suit la route, et il semblerait en plus que les routes étaient éclairées. Et là vous arrivez tout droit, eh bien, sur la zone que vous voulez taper, qui est juste là. Vous faites votre passe de tir, et vous repartez, hop, le long de la rivière, et vous vous enfuyez. Très important, se protéger d'un point de vue couverture radar, il y a ce qu'on appelle l'intervisibilité. C'est pour ça que je vous montre un petit peu le relief. L'intervisibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous remettre là le terrain. L'intervisibilité, ça veut dire que si vous avez un radar au sol, il y a une portée en fait optique. Donc si vous êtes caché dans une vallée, que le radar est de l'autre côté ou dans une autre vallée, il ne va pas vous voir. Pour lutter contre ça, contre un hélicoptère à très basse altitude, eh bien, ce qu'il faut, c'est des avions en l'air, des A-50 pour les Russes, ou des avions de chasse qui font de la CAP, Combat Air Patrol. Et c'est là où on va zoomer out un petit peu, on va dézoomer. Vous voyez que Kiev est ici, Kharkiv est là, on a toute la zone du Donbass, la Crimée ici. Nous savons qu'il y a donc un front dans la partie de Kiev, tout un front dans la partie de Kharkiv, tout un front dans la partie est et un front dans la partie sud. Ça fait, on est d'accord je pense, beaucoup de fronts. Et regardez l'échelle, ça fait des grandes échelles. Imaginez, vous êtes russe et vous devez vous protéger, et il y a la Biélorussie également. Donc vous devez protéger en gros toute cette frontière, tout ça, ça demande énormément de moyens. Et je vais être très cash, faut être franc. Si on doit se retrouver à protéger tout ça, vous avez à un moment à vous dire qu'est-ce que ça me coûte en pétrole de mettre en l'air et en ressources, de mettre en l'air des avions pour protéger tout ça en permanence. Et je suis sûr que si vous regardez, il y a eu une réflexion militaire qui est voilà ce que ça nous coûte par jour en potentiel humain, en potentiel machine, en pétrole versus voilà les Russes que l'on prend, connaissant le niveau de l'armée résiduelle des adversaires. Et dans ce cas-là, ils regardent, ils pèsent le pour et le contre, il y a une décision au niveau de l'état-major, ils disent eh ben, du coup, on va mettre peut-être que 2 patrouilles en l'air pour protéger tout ça. Comme ça, si vraiment il se passe quelque chose, on est prêt. Ou alors, peut-être qu'on va mettre 5 patrouilles en alerte à 5 minutes, prêts à décoller s'il y a besoin. Mais on accepte à partir de ce moment-là qu'il n'est pas possible d'être hermétique en permanence. Oui, il y a des sites surface air, toutes ces choses-là, des S-400, tout ça, mais on sait également que on ne peut pas couvrir. Regardez la taille de la frontière. C'est absolument impossible de se dire qu'on peut tout couvrir à 100%. Donc il y a des zones stratégiques qui doivent être couvertes, il y a des zones où on se dit on va les couvrir qu'à certains moments, et il faut en permanence, en fait la guerre c'est ça, l'armée c'est ça, c'est en permanence faire des décisions entre ce que ça vous coûte d'un point de vue ressources humaines, matériel, pétrole, et ce que ça vous apporte d'un point de vue protection. Donc il est complètement possible de se dire que peut-être que les Russes n'ont que un 50 en l'air par là, ou un 50 par là, et peut-être pas H24, je ne sais pas, les Américains ont sûrement l'information, ont pu la communiquer. Donc monter un raid pour pénétrer d'une vingtaine comme ça de kilomètres en territoire russe, même après cette zone contestée, personnellement, ça ne me choque pas qu'ils aient réussi à y rentrer, parce que c'est un raid qui semble avoir été parfaitement préparé par les Ukrainiens, si encore une fois c'est effectivement le cas, avec du très bon renseignement, avec des très bonnes habilités tactiques et techniques. Donc à partir de là, ils ont probablement exploité une faiblesse de l'adversaire par un angle anticipé grâce à du renseignement, et ça paye. Exactement comme on a vu dans l'histoire de la guerre, ça payait quasi à chaque fois. Pourquoi? Parce que vous partez sur des bons renseignements, parce que vous surprenez l'adversaire, et parce que l'adversaire fait également le choix de ne pas être un blocos, un mur infranchissable. Parce que d'un point de vue budget, d'un point de vue humain, c'est juste, ça vous demande des ressources monstrueuses.
Donc je pense que ça c'est important de bien le comprendre et c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite ouverture par rapport à, c'est bien de regarder ailleurs, regardons chez nous. La France, on sait que mercredi dernier, il y a eu un avion qui a été volé en Italie, un petit avion léger, qui a été volé par, alors bougez pas, par une personne qui est née en 88, je crois, le 19 septembre 88, un Slovaque qui apparemment pilotait en chaussettes, qui a pénétré en France, hop, qui a survolé le port de Toulon, où on a nos sous-marins nucléaires d'attaque. Là, le porte-avions est pas là, mais on a notre base navale, qui est une zone interdite de survol, et puis qui a été intercepté par un Mirage 2000, et à la fin accompagné par un hélicoptère Fennec de la MASA pour se poser sur le terrain d'Aix-en-Provence. Alors pourquoi je vous dis ça? Bien tout simplement parce que en France, c'est pareil, et là je ne trahis pas de secret si je vous dis qu'on n'a pas en permanence en France 30 avions de chasse qui tournent H24, parce que regardez la taille de la France, c'est pareil. Imaginez si vous voulez empêcher l'adversaire de rentrer à 20 km chez vous, il faudrait des avions de chasse absolument partout. Donc encore une fois, on réfléchit, le pour, le moins, qu'est-ce que ça me coûte? Et vous avez été nombreux à m'envoyer des vidéos, Flight Radar, tout ça, où on voit qu'il y a une grosse présence en Pologne, une grosse présence en Roumanie, en Lituanie, tout ça, des avions de chasse. À l'heure actuelle de l'OTAN. Pourquoi? Justement parce que l'OTAN a dit nous là on veut être hermétique, donc des systèmes solaires, donc une permanence d'avions de chasse, mais cela a un coût humain, un coût en heures de vol, un coût en maintenance, un coût en avion ravitailleur, et voilà, la guerre c'est une histoire de compromis, et je pense que là ça met clairement en avant le fait qu'il est extrêmement dur pour un pays d'être absolument hermétique. Donc voilà, en résumé, et comme vous le savez, moi j'ai aucun parti pris. D'un côté, je pense que c'est un bon rappel pour les Russes pour ce qui est peut-être de réfléchir différemment à la menace adverse, de réassesser. Je pense très honnêtement qu'ils ont regardé et qu'ils se sont dit en fait ça nous coûterait plus cher en pétrole de maintenir une permanence opérationnelle que de perdre ces 4 réservoirs. C'est pas cynique ce que je dis, mais factuellement. Maintenant, il y a des portées politiques, il y a des portées autres. Moi, je reste sur du tactique et j'espère que ça vous a apporté un éclairage. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci à Forley pour le montage là au milieu du week-end et je vous dis au prochain Daily Débrief en début de semaine prochaine. Fly safe.